Est-ce que vous parlez assez de changement climatique à l'école? Pas vraiment. Non, vraiment pas. Faiblement, là, pas beaucoup. Des fois, les profs en parlent, mais c'est pas dans le cadre du cours. Pas assez pour ce qu'il faudrait, d'après moi, parce que c'est comme vraiment un sujet important, il faudrait qu'on en prenne plus. La génération qui est sur les bancs d'école actuellement aura à trouver des solutions aux problèmes gigantesques et complexes qui sont entraînés par le réchauffement planétaire le plus rapide des derniers millions d'années. On dit souvent que pour s'attaquer à la racine d'un problème, il faut miser sur l'éducation. Mais il y a un fossé immense entre ce que les élèves apprennent en classe à propos de l'environnement et l'état actuel de leur planète. Ce que vous savez à propos des changements climatiques, ça vient d'où? De nos parents, surtout des réseaux sociaux, des articles de journaux, des affaires comme ça. Ben, c'est pas facile à trouver. Il faut vraiment chercher pour trouver plus d'informations. Ce que ces jeunes rapportent, il y a des études qui le confirment. Même parmi les meilleures provinces, les politiques en éducation s'attardent minimalement au changement climatique. L'enseignement des changements climatiques est inégal à travers le pays. Et les notions en environnement varient d'une province à l'autre, d'une école à l'autre et même souvent d'une classe à l'autre. Si la crise climatique, c'est l'enjeu de ce siècle, si le lieu de formation d'un jeune citoyen, c'est l'école, bien, ça me semble quand même spécial qu'on en parle essentiellement dans les médias ou à l'extérieur de l'école. Je comprends que le regard sur le système actuel est sévère. Je l'ai moi aussi, ce regard sévère-là. Les jeunes réclament une éducation relative à l'environnement. Ça paraît que c'est quelque chose qui allume de plus en plus les élèves, puis de finir l'année puis d'avoir zéro entendu parler de ça, c'est décevant pour la plupart d'entre nous. 90% des Québécois de 12 à 18 ans seraient préoccupés par les changements climatiques. À travers le monde, c'est 75% des jeunes qui qualifient leur avenir d'effrayant. Ça m'inquiète sérieusement. On est vraiment foutus si on n'agit pas dans les prochains mois, les prochaines années, pour les futures générations et les générations présentes. As-tu vraiment envie d'élever tes enfants, sachant qu'il n'y aura pas une belle qualité de vie possible après? C'est triste quand même. C'est pas parce que l'environnement est pratiquement absent des programmes qu'il se fait rien dans les écoles. Il y a énormément d'adultes et d'élèves qui font tout pour que ça change, pour que l'école s'adapte elle aussi en apprenant à nos jeunes à agir et à avoir confiance en leur avenir. Il y a des milliers d'autobus jaunes qui parcourent des routes comme celle-là chaque jour de la semaine, partout au pays. Cette route-là nous mène à l'école Paul-Germain-Ostiguet, ou PGO pour les intimes. Visiter une école secondaire, c'est aussi retourner dans ses souvenirs, les bons comme les moins bons. Il y a souvent des visages qui nous reviennent en tête, des personnes qui ont peut-être changé notre vie en donnant tout ce qu'elles ont pour transformer une école comme les autres en un lieu extraordinaire. PGO, c'est une école qui est située dans une région rurale. On a plusieurs élèves qui vivent dans des milieux où les parents s'occupent de fermes. L'environnement, ce serait peut-être ce serait important qu'ils fassent partie de certains cursus de cours pour que nos jeunes soient réellement sensibilisés. Ils ne le savent peut-être pas maintenant, les élèves, mais dans quelques années, dans quelques décennies, ce seront les décideurs de demain. Je suis convaincu qu'ils vont avoir un impact dans leur milieu à eux, dans leur famille, dans leur maison. Alors moi, je suis enseignante de musique. J'aime jaser de plein de sujets avec les élèves. L'environnement, ça en fait partie. De cette semaine, je leur présentais une vidéo d'un pays sous-développé où les enfants allaient chercher des matériaux dans les dépotoirs pour se fabriquer des instruments de musique. Puis là, je demandais à mes élèves, qu'est-ce que vous voyez en regardant cette vidéo-là? Valérie est loin d'être la seule personne à prendre l'initiative pour ajouter un peu d'environnement dans son école. À chaque année, le jour de la Terre, quand il revenait, on sortait dehors puis on allait ramasser les déchets sur la cour. On a comme planté des tournesols, des haricots. On a fait une friperie avec toute l'école. Ça vous rappelle pas des bons souvenirs? Moi, oui. Ça ressemble pas mal à ce qu'on faisait dans les écoles il y a 30 ans. Les jeunes se préoccupent de plus en plus de l'environnement. Il faut dire que l'école les informe davantage et que des projets concrets voient le jour maintenant. Mais le milieu écologique est inquiet quand même parce qu'il n'y a pas encore de véritable politique sur l'éducation et l'environnement. Sans les épaulettes et avec une image en haute définition, ce bulletin-là aurait pu passer pour une actualité. Les constats restent les mêmes.
On n'est pas vraiment cadré, c'est vraiment purement des initiatives personnelles. Les enseignantes et les enseignants d'aujourd'hui nous ont dit ça aussi. On s'entend, ces initiatives-là sont super importantes, mais est-ce qu'on peut encore se contenter d'un plus ça change, plus c'est pareil? Ah, vous ramassez le papier dans les classes? Ben oui, c'est la boîte que je t'ai montrée, là. Il y en a une comme ça dans toutes les classes. C'est impossible de creuser ce sujet-là sans s'offrir une petite jasette chez Lucie Sauvé. Après une longue carrière de plus de 30 ans en recherche, on peut dire que c'est la grande pionnière de l'éducation relative à l'environnement au Québec. Elle est retraitée maintenant, mais elle est restée très active et sa mémoire est précieuse. Le Québec était un leader dans la francophonie internationale en matière d'éducation relative à l'environnement. On avait au Québec un service d'éducation relative à l'environnement rattaché au ministère de l'Environnement. Mais en 95-96 est arrivé le grand virage vers l'éducation au développement durable, de sorte que ces structures-là ont disparu. Pour faire une histoire très courte, en 1992, il y a eu le Sommet de la Terre à Rio qui a fédéré la planète entière autour de l'objectif commun du développement durable. On voulait allier l'économie et l'écologie plutôt que de les opposer. Et on a considéré à ce moment-là que parler seulement d'environnement devenait désuet. Mais les jeunes n'ont pas attendu que l'école les y invite pour se mobiliser. À ce moment précis, on s'est fait interrompre par un essaim d'abeilles qui se cherchait une nouvelle ruche. Si c'est pas le symbole d'une nouvelle génération qui veut s'affranchir, je sais pas trop ce que c'est. Il faut pas avoir peur, je pense. So, around the world today, millions of people are marching. L'engagement des jeunes a donné beaucoup d'espoir et d'énergie à plein de gens, dont Dominique Vézina. C'est lui, ça. Depuis une vingtaine d'années, il travaille dans le milieu scolaire et il cherche un moyen d'amener plus d'environnement dans les écoles. En 2018, il a mobilisé le monde de l'éducation du Québec et a lancé un des projets les plus prometteurs pour amener les écoles un peu plus loin, le Lab 22. Cette toute petite équipe a une grande mission sur les épaules. Aider les écoles à être plus éco-responsables et apprendre aux jeunes à transformer leur communauté. Rien de moins. Une fois que vous arrivez dans l'école, c'est pas le même modèle, un kit de départ clé en main, vous commencez à composter puis vous faites du recyclage. Souvent, les écoles veulent qu'on commence tout de suite à dire « OK, on peut tous s'attaquer déjà aux déchets. Ouais. » Nous, on leur dit « Écoutez, il y a un processus. » Pour nous, c'est hyper important. C'est un projet démocratique aussi, donc on implique les élèves, les parents, les membres du personnel et la direction dans la définition du plan d'action. Donc, qu'est-ce qui est prioritaire selon eux? Et ensuite, se donner un objectif sur 3, 4, 5, 10 ans. Le plus-value du lab, c'est aussi de faire une analyse environnementale rigoureuse. Donc, on fait un diagnostic et tout de suite après, on se met à l'action et on travaille sur les différents axes pour faire en sorte qu'il y ait des changements pérennes et développer aussi une autonomie chez l'école. D'ici 3 ans, avec 3 millions de dollars en poche, le Lab 22 veut accompagner une cinquantaine d'écoles québécoises, soit environ 10 % des établissements du Québec. Ça va toucher presque 100 000 jeunes. Une des écoles qui fait partie de la première cohorte du projet, c'est PGO, qui vient tout juste d'amorcer le travail avec le Lab 22. On en a nommé quelques-uns des types de pollution, mais qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez faire? C'est quoi le contrôle que vous avez sur ça? Moi, je fais partie du comité environnement en partenariat avec le Lab 22, en fait. C'est le comité Lab 22. Donc, de cette façon-là, je réussis à intégrer de l'environnement dans mon travail, pas juste à l'intérieur de mes cours. Le but ultime, c'est d'amener l'environnement comme une valeur principale dans la tête des jeunes, dans la tête des enseignants, dans la tête du personnel. Personnellement, moi, ça a eu vraiment un impact sur moi. Ça m'a amené du temps, premièrement, pour réfléchir au sujet avec des gens de mon milieu, mais ça m'a amené aussi des ressources. Puis de fil en aiguille, moi-même, j'ai élargi ma compréhension de tous les enjeux par rapport à l'environnement. Je prends conscience aussi de ce qu'on peut faire comme milieu scolaire pour sensibiliser, pour informer. Savoir que dans le futur, que je vais pouvoir dire moi j'ai rendu mon école plus verte. C'est le fun à penser, ça me fait du bien. C'est le gouvernement du Québec qui finance principalement le Lab 22, mais l'argent ne vient pas du ministère de l'Éducation. La subvention a été donnée dans le cadre du Plan d'action jeunesse 2021-2024.
Nous autres, comme ici à PGO, on part peut-être un petit peu à l'envers. Hein? On part d'une initiative locale, d'une association avec le Lab 22, mais c'est évident que s'il y avait un message qui provenait d'en haut, ce serait plus facile d'engager le personnel, mais aussi les élèves dans une démarche comme celle-là. Le problème, c'est que ça repose sur une personne qui lève la main et qui dit « ben moi, ça me tente de faire ça ». Est-ce que vous pensez que vos profs savent quoi dire à propos des changements climatiques ou ils sont outillés? Il y a certains profs qui en parlent, mais il y en a qui en parlent pas du tout. Genre, ils parlent juste de leur matière. Ça paraît vraiment que c'est selon les convictions personnelles des professeurs. Eux, ils vont nous en parler sur leur propre temps si ça les passionne. On est au collège Jean Heard. Je viens rencontrer David Rousseau, qui est un prof de sciences au secondaire. Il est aussi conseiller pédagogique en environnement. Ça, c'est notre super beau centre de tri qu'on a mis en place. C'est là que ça se passe. Ouais, c'est là que ça se passe. Mais il faut comprendre que pour un jeune entre 12 et 17 ans, la gestion des déchets, ça devient comme son premier pouvoir d'action. Ouais. Fait qu'on essaie de bien le faire. À Jean Heard, il y a déjà plusieurs projets écologiques en marche, notamment grâce à David et à des élèves qui s'impliquent dans des comités. Et grâce à l'équipe du Lab 22 qui les accompagne aussi. C'est vraiment frais, là. C'est local, je te le jure. Faut dire que Jean Heard, c'est un collège privé. Mais même les meilleures conditions ne font pas disparaître tous les obstacles. Est-ce que dans la matière que vous avez à enseigner aux élèves, il y a de l'environnement? C'est assez flou. Il y a des éléments, c'est écrit noir sur blanc, mais c'est l'enseignant qui va décider qu'est-ce qu'il a envie de faire, comment il a envie de le faire. Donc les gens suivent leur passion. Moi, ce que je pense qu'il est important de mettre en lumière, c'est que c'est facile de contourner ces choses-là. Donc quelqu'un qui ne serait pas intéressé par des questions environnementales, il peut passer très, très vite là-dessus. En 2022, les élèves de secondaire 4 ont eu à répondre à 25 questions à choix de réponse dans leur examen du ministère en sciences. Il y en avait seulement 2 qui étaient liées à l'environnement. Je les ai lues, puis elles étaient vraiment faciles. Il n'y a aucun enseignant qui a été formé pour enseigner présentement les changements climatiques, mais aucun. Il faut former les enseignants pour pouvoir former les jeunes, comme on le fait présentement avec les Autochtones, quand on est en train de faire des formations partout sur aussi la diversité sexuelle. Il y a plein de formations qui s'offrent, mais je ne comprends pas pourquoi jamais l'environnement est mis de l'avant. C'est énormément d'heures, donc je parle presque de bénévolat à quelque part parce que c'est en plus de toute la tâche qu'on a à faire. Alors, en tant qu'équipe, bien, on a décidé qu'on y allait. Notre moteur, c'est le résultat, c'est de voir les élèves contents de venir voir leur propre petite plante à chaque jour. Est-ce que ça a poussé? Comment le ministère devrait s'y prendre pour instaurer ce changement-là? Ça prend des objectifs clairs. La dernière fois qu'on a mis en place des objectifs, c'était au début des années 2000. Je pense qu'il faut les retravailler. Il faut former les nouveaux profs. Je pense qu'il faut peut-être changer un peu les évaluations du ministère pour mettre des objectifs plus en lien avec l'environnement. Moi, ce que j'aimerais réellement, c'est qu'il y ait une petite partie liée à l'environnement dans l'ensemble des cours. Je pense que ça serait important d'en parler dès le plus jeune âge. Plus la personne est vue, plus c'est dur. Il faut commencer genre ça jeune. Puis je pense que aussi je rajouterais un élément de cours un peu plus psychologique pour savoir comment gérer son éco-anxiété ou des choses comme ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de poids qui est mis sur les épaules des jeunes de la société face à l'environnement puis la crise climatique. Ça semble être des gros changements pour un ministère. Oui, mais est-ce qu'on a le choix? C'est un peu ça aussi, là. Moi, je trouve qu'on n'a pas le choix. On est rendu là, on va vers ça. Nos élèves, ils nous le demandent. Mm-hmm. Je pense que c'est eux qui poussent là, pour que cette transformation-là ait lieu. Tous les gens à qui j'ai parlé ont des très bonnes idées, mais il y a un constat qui reste. Si les programmes du ministère de l'Éducation ne changent pas, on n'ira pas plus loin. Ça, c'est les bureaux du ministre de l'Éducation. J'espère qu'il y a quelqu'un là-dedans qui va pouvoir répondre à mes questions. Bonjour, M. Roberge. Bonjour, bienvenue dans mon bureau. Pourriez-vous nous décrire quelle est la place de l'environnement et des changements climatiques dans les programmes scolaires au Québec? Dans les programmes scolaires, on couvre ça
via, je vous dirais, les cours de sciences. C'est très peu couvert comme tel. Ça dépend beaucoup de l'autonomie professionnelle des enseignants. Il y en a qui peuvent le creuser davantage. Donc, je vous dirais que ça peut être très bien fait ou ça peut être survolé. Donc, c'est vraiment la géométrie variable au moment où on se parle. C'est pour ça qu'on veut changer les choses. Ah oui? À partir de septembre prochain, d'ailleurs, on implante le nouveau cours Culture et citoyenneté québécoise. Et dans le nouveau cours, il est vraiment prévu d'avoir des notions d'éco-citoyenneté. Donc, ça va être carrément dans le cursus, dans le programme. On implante en projet pilote en septembre prochain. Donc, ça ne sera plus à géométrie variable. Tous les élèves vont avoir des notions avec ce nouveau cours. Et donc, il y aura une plus grande uniformité. Dans ce nouveau cours, qui remplace éthique et culture religieuse, il y a une dizaine de thèmes qui sont abordés au secondaire. L'éco-citoyenneté en fait pas partie. Au primaire, sur 15 thèmes, il y en a 3 qui sont liés à l'environnement. Mais on parle de quelques heures au fil de tout le parcours scolaire. Est-ce que vous pensez que ça va être assez? Je pense que oui. En fait, le cours de culture et citoyenneté québécoise va amener ce thème-là d'une manière différente, avec une perspective éthique, une perspective critique qui va mobiliser les jeunes. L'environnement, le rapport à l'environnement, le rapport au monde, c'est pas un thème parmi 6-7 autres thèmes qu'on va intégrer dans une grille horaire d'un cours, par exemple. C'est beaucoup trop limité. Je pense qu'il faut y penser dans une perspective de transversalité avec les différentes dimensions de l'éducation à l'environnement qui sont à la fois d'ordre affectif, d'ordre éthique. Si j'enseigne l'environnement, c'est clairement un cours de sciences, mais si j'enseigne l'éducation relative à l'environnement ou la relation que j'ai à l'environnement, c'est que je vais pas me gêner pour y insérer des émotions, dans le but de créer peut-être un réseau de valeurs chez les jeunes. L'instauration d'une politique nationale d'éducation en matière d'environnement et d'éco-citoyenneté, c'est un levier essentiel pour que cela puisse être intégré dans la formation des enseignants et puis ensuite dans les curriculums scolaires. Et je pense que maintenant, il faut se tourner vers des initiatives à l'international fort intéressantes pour y trouver des exemples de politique nationale. OK, ça c'est quand même surprenant. Il y a des pays comme la Colombie ou l'Argentine qui ont inclus le droit à l'éducation à l'environnement dans leurs lois. Il y a aussi la France et l'Italie qui offrent des cours obligatoires aux profs autant que pour les élèves en environnement. Donc, il y a certains pays qui ont de l'avance, mais c'est loin d'être parfait. Presque tous les pays obtiennent une mauvaise note pour cette matière. D'ailleurs, l'UNESCO préconise de faire une place importante à l'éducation à l'environnement dans tous les programmes scolaires d'ici 2025. Mais en fait, on n'a même pas besoin d'aller voir ailleurs pour s'inspirer. On en a une stratégie québécoise pour l'éducation à l'environnement. Sur papier, du moins. C'est Lucie Sauvé qui l'a élaborée avec plein de partenaires des universités québécoises. Parce que cette expertise-là, on l'a malgré tout. La stratégie a été présentée aux élus en 2019. En fait, on a eu un très bel accueil à cette proposition de stratégie-là. Tous les partis de l'opposition y étaient, sauf le parti au pouvoir. C'est une feuille de route, là. C'est un livre vert. Ouais. C'est vraiment appuyé par la science. Comment ça se fait que ce mode d'emploi est écarté et n'a pas l'air d'être pris en compte? Oh non, il n'est pas écarté. C'est faux. On est en action. Comme je vous le dis, on est en train de changer des programmes. C'est pas fréquent de changer des programmes. Là, les gens, ils trouvent ça normal tout à coup. Là, on en a fait 2 dans l'intérieur du mandat, mais c'est atypique d'être aussi proactif pour changer les choses. Et les documents qu'on reçoit de chercheurs, de grands penseurs sont considérés, sont intégrés dans nos stratégies. C'est sûr qu'il y a des gestes forts qui vont être posés encore davantage pour aller plus loin. Heureusement, je pense que notre génération est prête à faire des changements. J'espère que ça va continuer à travers le temps. J'espère qu'on ne va pas finir par se dire comme nos parents, « ça va être à la prochaine génération de nous sauver ». Quand on parle d'environnement, ça devrait être aussi parler de solidarité, de parler d'espoir, puis ça devrait donner accès à quelque chose de plus beau qui contribue au bien-être.
Ce serait de réfléchir à qu'est-ce qu'on souhaiterait qu'un jeune qui quitte l'école secondaire ait acquis comme bagage de connaissances et de compétences pour être capable de devenir un bon citoyen avec une connaissance élargie, une connaissance générale de plusieurs enjeux, puis être capable d'acter convenablement dans la société et de jouer son rôle. Le souhait pour notre système d'éducation, ce serait qu'on se mette à l'écoute des jeunes. Les jeunes trépignent à la porte de la vraie vie. On les considère trop souvent comme des futurs citoyens, alors qu'ils sont déjà citoyens de leur monde, leur seul monde. À Carbone, on aime vraiment ça vous lire. Puis moi, je suis curieuse de vous entendre sur cette question-là. Écrivez-nous un commentaire ou envoyez-nous un courriel.